Monsieur Gouachman. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, la discussion portant sur les grandes composantes du budget de notre région est un moment important de la vie de notre collectivité. Avant d'aborder les grandes orientations financières qui nous sont proposées, nous voudrions rappeler quelques vérités premières que nous avons tendance, toute sensibilité confondue, à perdre un petit peu de vue. Dans un budget dit en équilibre, les dépenses doivent être équilibrées par les recettes. Cela est-il encore possible? De toute évidence, non, et cela depuis de nombreuses années, au cours desquelles il a été admis qu'un déficit contenu pouvait ne pas compromettre cet équilibre. L'essentiel étant naturellement de donner un sens au mot contenu. Pour beaucoup d'économistes et à supposer une certaine croissance économique, un déficit dont la valeur serait égale à cette croissance ne rompt pas l'équilibre. Or, depuis des décennies, l'écart entre les recettes et les dépenses n'a cessé de croître et le recours à l'emprunt est devenu systématique. Cela se vérifie malheureusement dans toutes les collectivités publiques, y compris l'État lui-même. Les Chinois disent à propos de l'emprunt que cela revient à manger en avril le blé récolté en juin. Dans le passé, l'inflation qui s'apparente à un impôt généralisé entraînait la monétisation de la dette, qui disparaissait ainsi au fil du temps. Cette époque est révolue et nous avons à faire face à un effet cumulatif de cette dette. L'État se trouve ainsi contraint par les traités européens de Maastricht 1992 et celui de la règle d'or de 2012 à limiter son déficit budgétaire à moins de 3% d'un PIB qui n'augmente pratiquement plus. La tentation est alors grande d'imposer aux régions de reprendre à leur charge des compétences traditionnellement dévolues à l'État, sans toutefois leur donner le moyen de les financer, tout en leur demandant en même temps de réduire leurs dépenses, ce qui permet de diminuer ainsi en apparence le déficit budgétaire national. Les rédacteurs du projet qui nous est soumis en sont parfaitement conscients, puisque dès la page 2 du document, on peut lire « Le gouvernement place ainsi les régions face à des injonctions paradoxales. Sommées par l'État d'encadrer l'évolution tendancielle de leurs dépenses, elles sont parallèlement responsables d'un nombre croissant de compétences, subissent les hausses imposées de leurs charges et ne peuvent pas compter sur une évolution suffisante de leurs ressources, malgré l'amélioration de la conjoncture économique. » C'est le type même de la mise en double contrainte qui ne laisse aucune porte de sortie. La seule variable d'ajustement est alors le recours massif à l'emprunt. Or, les objectifs déterminés par la majorité pour le mandat en cours sont précisément la limitation de la dette exprimée en capacité de désendettement. En 2016, on pouvait ainsi lire dans le projet de budget, en 2015, la capacité de désendettement s'est encore détériorée pour atteindre 5,5 années. Ainsi, le ratio de désendettement atteint presque désormais le seuil d'alerte de 6 années. C'était page 15 du DOB de l'année passée. Dans le document réactualisé que vous nous avez transmis, nous constatons que notre capacité de désendettement, qui est pour 2017 de l'ordre de 6 années, considérée donc comme une limite, va encore augmenter pour atteindre en 2018 le nombre de 7,5 années et ne commencera à décroître qu'en 2019 pour se stabiliser à 7 années en 2021. Il y a là un véritable problème, et pas uniquement pour notre région, car on peut penser que toutes les autres subissent ces mêmes contraintes. À ce sujet, figuraient l'an passé les capacités de désendettement des régions limitrophes. Nous n'y avons pas eu droit cette année. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le moment est peut-être venu d'envisager de demander un réexamen de la loi de 2015, fixant les modalités de transfert des compétences entre l'État et les régions. Au-delà de ces difficultés sur lesquelles la région a peu de prise, les perspectives de recettes fiscales s'assombrissent également. Les recettes de carte grise, comme la taxe sur les produits énergétiques, risquent de se voir réduites en raison de l'action publique privilégiant l'utilisation de véhicules réputés non polluants. Ils utilisent majoritairement, voire exclusivement, l'énergie électrique. Les propriétaires de ces véhicules bénéficient d'une exonération partielle des droits perçus au niveau des cartes grises et il apparaît difficile de taxer spécifiquement l'électricité utilisée pour recharger les batteries de ces véhicules. Ces postes de recettes représentent actuellement environ 140 millions d'euros, 10% pour la TICPE et 130 millions pour les cartes grises et risquent de s'éteindre progressivement au fil du temps dans les années à venir. Or, toute perte de recettes implique soit une diminution des dépenses, soit une augmentation du stock de dette, déjà qualifié par ce document comme étant à la limite du supportable. Les réductions de dépenses ne sont concevables que sur la part du budget dont nous pouvons disposer, c'est-à-dire celle qui ne nous est pas imposée par les engagements incontournables. Les discussions lors des réunions de la Commission de finances en sont majoritairement l'objet et trouvent souvent une sorte de consensus lors des votes. Pour notre part,
nous souhaiterions moins d'actions de communication destinées à promouvoir l'idée européenne dont nous avons du mal à percevoir le projet exact. Ceux qui sont déjà convaincus le resteront et les autres ne le deviendront pas grâce à ce genre d'action. Ne perdons pas de vue que le solde en matière d'échange avec l'Union européenne est négatif d'environ 9 milliards d'euros et qu'à ce prix, celle-ci pourrait prendre à sa charge ce type de dépenses. Mais nous voudrions revenir un instant sur l'augmentation de la dette qui est beaucoup plus préoccupante. Nous avons connu une période relativement faste d'argent pas cher, comme il est noté dans le rapport à la page 23. Je me permets de citer la phrase « Ces éléments incitent à penser que la baisse historique des taux constatée depuis 2014 est aujourd'hui terminée. Les taux longs ont ainsi atteint un point bas en septembre 2016. Depuis, il est observé une remontée progressive qui devrait se confirmer en 2018. Il demeure toutefois des incertitudes prégnantes qui pourraient donner lieu à d'importants épisodes de volatilité. Cette analyse nous semble à la fois pertinente et inquiétante. La politique suivie par les banques centrales de création monétaire quasiment sans limite a vu comme corollaire la baisse des taux d'intérêt. On peut penser que plus les emprunts sont importants et moins le taux de crédit doit être élevé. Seulement, il faut garder en mémoire que les banques centrales ne peuvent émettre de la monnaie qu'en contrepartie d'une dette. Cette politique de rachat de dette a essentiellement justifié la crainte de la BCE que certaines banques ne puissent satisfaire aux critères de l'accord Bâle III. Cette méthode risque cependant de dangereusement peser sur le bilan de la Banque centrale, qui rachète ainsi des dettes souveraines et ne peut donc se perpétuer, quoi qu'en dise la BCE. Une diminution de la création monétaire ne peut donc conduire en l'état que vers une augmentation des taux indispensable à la rémunération des investisseurs. Cette augmentation de taux devrait se traduire dans nos comptes par une augmentation de nos charges, accentuant encore nos besoins en matière de financement. Un autre sujet de préoccupation sont les analyses prospectives en matière de démographie. Le graphique publié en page 5 indique que les taux de chômage comparés de l'Allemagne et de la France, ainsi que de l'Union européenne et de la zone euro. On constate que le taux de chômage en Allemagne est inférieur d'environ 4 points à celui de l'Union européenne et de plus de 5 points à celui de la zone euro et de la France. Une remarque s'impose liée à la démographie de l'Allemagne. Ce pays, comme beaucoup de ses voisins du nord et de l'est de l'Europe, voit sa population décroître et naturellement vieillir, les deux effets étant liés. Le taux de chômage se mesure en faisant le rapport entre la population sans emploi et ceux qui en possèdent un à l'intérieur de la classe de population réputée active. Si la population active diminue et que le nombre d'emplois demeure constant, le taux de personnes inemployées va diminuer mécaniquement. Et ceci même sans création de nouveaux emplois. C'est ce phénomène qui se produit actuellement en Allemagne et même s'il n'est pas le seul facteur à prendre en compte, il mérite simplement d'être souligné. On remarque également que le taux de chômage global de l'Union européenne est plus bas que celui de la zone euro à laquelle, faut-il le rappeler, l'Allemagne appartient. On ne peut que constater que les pays non-euro s'en sortent du point de vue du chômage mieux que ceux de la monnaie unique, alors même que les chiffres de l'Allemagne viennent déjà pondérer les résultats de ces derniers. Bien qu'une discussion sur l'euro soit hors de propos, il faudra bien un jour aborder le problème de cette monnaie unique qui avantage toujours plus les pays exportateurs et sanctionne les pays importateurs, alors que le rôle d'une monnaie adaptée est justement d'avoir un effet régulateur sur la balance du commerce extérieur. C'est toute la difficulté de ces études comparatives et des courbes qui les représentent. La première réflexion qui vient à l'esprit est d'imputer les différences constatées aux phénomènes sur lesquels on entend mener les réformes. Pourtant, une réflexion plus générale s'impose. Les grands employeurs, quoi qu'on en dise, sont les entreprises industrielles. Dans un système mondialisé, la provenance des biens industriels produits n'a plus aucune importance car les coûts de transport dus à l'éloignement sont très largement compensés par le faible niveau des coûts de production. À cela s'ajoute une capacité de production mondiale de ces pays producteurs de ces biens qui est suffisante pour alimenter l'ensemble de la planète. Contrairement à l'Allemagne, les PME-PMI de notre région sont très dépendantes du système bancaire pour assurer leurs besoins en financement, qu'ils soient de trésorerie ou d'investissement. Or, depuis plusieurs années, et pour les raisons évoquées, les banques sont de plus en plus frileuses pour financer les PME du secteur industriel. Elles considèrent que le risque est trop élevé pour un gain devenu trop faible. Concernant l'essor démographique de notre région, estimé à environ 700 000 personnes d'ici 2050, il risque de venir encore aggraver la situation économique et financière de celle-ci. Nous avons connu il y a une quinzaine d'années une augmentation importante de population liée à ce qui a été appelé le papy-boom, par analogie de langage avec le baby-boom des années 50.
Cette population était idéale car il s'agissait essentiellement de jeunes retraités, peu consommateurs de services, donc ne nécessitant pas beaucoup d'investissement de la part des collectivités. Je me souviens d'un rapport effectué à la demande de Cap Atlantique il y a une dizaine d'années environ, afin de déterminer quels étaient les éléments moteurs de l'économie locale. Le résidentiel dominait largement tous les autres secteurs, en raison des nombreux chantiers de remise en état des maisons acquises par les personnes qui avaient vendu leurs habitations et leurs propriétés, souvent situées en région parisienne, afin de venir s'installer parmi nous. Il y a peu de chances que l'évolution de la population dont il est question dans le rapport présente les mêmes caractéristiques. Même si la région est relativement dynamique en matière de création d'avoirs, avec un taux d'environ 20 000 emplois créés par an, il est à craindre que ceux-ci ne suffisent pas pour baisser ni même pour maintenir le ratio de chômage au niveau où il se situe actuellement. Les flux migratoires extérieurs représenteront à eux seuls environ 500 000 personnes sur la période donnée de 2018 à 2050. Cette population relativement jeune et en âge de travailler, possédant un taux de fécondité élevé, nécessitera une offre accrue en matière de création d'emplois et sera également fortement demandeuse de services liés à l'enfance, à l'éducation et au transport, compétences dans lesquelles la région intervient largement. Voici donc résumé en quelques lignes les questions que nous voulions soulever après la lecture du document objet de notre débat. Nous espérons très sincèrement que vous serez en mesure d'y répondre le mieux possible et conformément à l'intérêt des habitants de notre région. Je vous remercie de votre attention.